Alors il y a 2 ans, j'étais pas tout à fait sur cette scène-là, mais c'était à la Sorbonne pour vous annoncer le lancement d'un livre qui allait s'appeler Les médias sociaux expliqués à mon boss, et qui a reçu d'ailleurs le prix du livre influent digital de l'année en 2012. Donc je vous avais dit que c'était un bon livre, je ne m'étais pas trompé. Donc, si vous ne l'avez pas acheté, il vous reste encore un petit peu de temps, il y en a encore en stock. Donc, ce livre, on l'a écrit avec Hervé Cabla, et on s'est posé la question de faire une suite à ce livre avec notre association qui s'appelle Media ICIS, qui est l'association des entreprises françaises qui font des médias sociaux. Et les choses ont beaucoup changé depuis tout ce temps-là. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça chez Orange, d'abord chez Orange Business et ensuite chez Orange Group. Et on a vu le paysage véritablement évoluer. Or, il y a quelque chose d'assez amusant quand on va dans les conférences qui discutent des médias sociaux ou même des conférences marketing. Oui, on est les réseaux sociaux, c'est obligatoire, oui. Là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Il n'y a plus besoin de demander aux entreprises d'aller sur les médias sociaux. Mais en même temps, le monde, il a changé. Il a changé énormément. Et on a l'impression qu'on ronronne toujours sur les mêmes choses. Et j'attends toujours le moment où on va me dire il va falloir que vous travailliez votre engagement. Un superbe anglicisme. On ne l'a pas dit encore jusque-là. Non, on ne l'a pas encore dit. Non, on est un peu en retrait là. Mais en fait, ça fait un moment qu'on fait des médias sociaux. L'année prochaine, on va fêter la 10e année de LinkedIn. 10e année. Pour ceux qui cherchent où est le CV du futur, je pense qu'il faut arrêter de chercher. On est proche des 200 millions d'utilisateurs. Je passe sur les nombres de milliards d'utilisateurs de Facebook, vous le connaissez aussi bien que moi. Mais ce monde, en même temps, qui s'est développé, qu'il est devenu, je dirais, systématique, il a aussi évolué dans la façon dont les entreprises s'en sont emparées. Et alors, j'aime bien repartir à la source. Il y avait un ouvrage qui était paru en 2009, je crois, qui s'appelait The Whopee Factor, de Tara Hunt, qui expliquait, en fait, la nécessité du capital social, alors d'une entreprise ou d'un individu, qui venait sur les médias sociaux pour exprimer une voix humaine à l'écoute des autres. C'est finalement une démarche éminemment marketing. Ce Whopee Factor, il a un peu disparu, en fait, à ce capital social, à l'opposé le fait d'acheter des fans, par exemple. Tiens, c'est des choses qu'on voit malheureusement se développer. Il y a eu une période, il y a 3 ans, où c'était la folie, ça s'est un peu arrêté, et puis ça reprend. Ce Whopee Factor, il n'est plus. Mais également, je pense qu'on peut annoncer la mort du Web 2.0, le bon vieux 2.0. Je ne sais pas si on en est déjà au 3.0, ça fait un moment qu'on nous l'annonce, celui-là, je ne l'ai pas encore vu arriver. Mais en tout cas, c'est la fin du monde des bisounours, où tout le monde est ami avec tout le monde. On est rentré dans une professionnalisation, dans une maturité de ce marché des médias sociaux. Et puis, on a parlé du Cloudtrail Manifesto tout à l'heure, Bruno Collin l'a évoqué à juste titre, vieux document qui date de 1999, qui n'a rien à voir avec les médias sociaux et qui décrivait une nouvelle forme de faire du marketing qui finalement avait déjà été préfigurée par des gens comme Bernard Kova, par exemple. Alors je rappelle d'ailleurs à ce titre, Cloudtrail Manifesto, à chaque fois je demande si tout le monde connaît, parce qu'en principe c'est le cas, et en général je suis toujours surpris de voir que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas qu'une seule thèse, qui sont bien entendu Markets are Conversations, qui est la première thèse, mais il y en a 95, et notamment sur l'humanité du marketing à mener dans l'Internet, et puis d'ailleurs peut-être aussi en dehors de l'Internet. On voit ce que fait Citroën autour de sa DS, et très, très empreint de ce genre d'approche également. Donc, mort du Web 2.0, fin du Whopee Factor, systématisation des approches, et puis aussi développement. Alors, j'ai appris un acronyme, Joël de Ronet nous a parlé du GAFA. Oui. Je ne connaissais pas non plus. Je ne connaissais pas non plus. Je pense que... On a un représentant Orange Silicon Valley qui s'appelle Georges Naon, qui parle du développement d'un web parallèle, non recherchable. Alors c'est marrant, moi j'aurais pas mis un acteur, j'aurais mis un autre acteur d'ailleurs en dehors de ce GAFA,
Et d'ailleurs, il y a eu une annonce qui a été faite hier par Kevin Systrom, qui est le patron de Instagram, qui a annoncé qu'il arrêtait de partager ses images avec Twitter. Alors, ça peut paraître des choses anecdotiques, mais ce sont des choses importantes, en fait, ce qui fait que les médias sociaux se sont construits autour de cette idée de partage. Dans le langage un peu technologique, on appelle ça des API, Application Program Interface, c'est-à-dire en fait la possibilité pour un programme de partager des informations les uns avec les autres. Et c'est la base des médias sociaux. Donc ce monde-là, il a changé. Et quand s'est posé la question de savoir si on allait faire une suite à ce livre, eh bien, on a dit finalement on ne fera pas une deuxième version de Les médias sociaux expliqués à mon boss, parce que tout bêtement, le premier chapitre qui était dédié au déclenchement d'une initiative n'a plus lieu d'être. On ne va pas demander si une marque doit être près de ses clients. Par contre, quand on voit effectivement les tweets qui s'échangent ici autour de la DTM, ou alors qu'on regarde ou qu'on essaye de trouver les comptes Twitter de certains des intervenants de ce matin, par exemple, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, encore beaucoup de travail pour Media Aces et pour nous, avec Hervé, sur l'évangélisation dans les entreprises, dans nos entreprises et dans les autres entreprises. Alors, cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, en fait, c'est une ère aussi de généralisation de cette ère digitale. Bon, je pense qu'on en a parlé depuis ce matin, de façon constante. C'est des choses qu'on n'aurait probablement pas entendues à la DTM il y a 5-6 ans. Le digital a transformé notre monde. Il est partout. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit seulement une question de génération. Parce que sinon, si c'était juste une question de génération, d'ailleurs, Joël de Ronet n'est pas de la génération Y. Moi non plus, d'ailleurs. Si c'était seulement une question de génération, à la limite, ce serait un peu déprimant, parce qu'on serait obligé d'attendre d'être tous remplacés pour pouvoir commencer à travailler. Or, c'est pas là qu'on va démarrer. Je pense qu'il y a un véritable travail sur ce nouvel ouvrage qu'on appellera la communication digitale expliquée à mon boss, autour de tout ce qui se fait dans le digital au sens large, aussi bien sur le web qui évolue. Monsieur Plichon de Google a évoqué l'importance du mobile. On est bien placé pour connaître cette importance. Orange Espagne fait 63% de ses visites sur le mobile. Donc on 60%. Sait très bien. Et sur orange.com, on en est déjà à près de 20%. Ce qui fait d'ailleurs qu'on va lancer une nouvelle version. On devait la lancer aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Alors, par rapport à ça, on m'a demandé de dresser les scénarios possibles pour le futur des médias sociaux. Alors déjà, la première chose, c'est que ces médias sociaux, ils vont être... c'est pas qu'ils disparaissent, ils sont là, ils restent, ils sont dans l'ADN de l'Internet depuis le début. Alors oui, on est passé à un web qui tourne autour des pages, à un web qui tourne autour des humains, mais ces humains, ils travaillent et ils échangent essentiellement autour des contenus également. Donc il va y avoir une énorme partie autour des contenus. Alors, pour cette brève présentation, si vous avez, comme elle est limitée à 15 minutes, on ne peut pas aller trop loin, vous avez un QR code ici, il suffit de le scanner, vous avez également un lien raccourci, bit.ly/scénario pluriel 2012, qui vous emmènera sur un article de mon blog et vous trouverez la présentation au complet et également une vidéo qui va avec. Donc 3 parties principales dans cette présentation. La première, autour des scénarios possibles sur les médias sociaux et le marketing. Le deuxième, et ça c'est un sujet qui nous tient à cœur, les médias sociaux et le CRM. Et le troisième, sur l'entreprise collaborative, donc je dirais les médias sociaux, on pourrait dire internes. Alors, l'effet sur les médias sociaux dans le marketing, c'est clair, il y a un changement de braquet, il y a un écosystème qui commence à changer, qui évolue. On parlait de ces fameuses API. Alors, Instagram refuse à Twitter, Twitter refuse à Instagram. Il y a eu un petit peu plus tôt LinkedIn qui a arrêté de partager les tweets. Chaque monde est en train de se recréer de façon un peu en silo. C'est le fameux web parallèle non recherchable. Il y a un article dans GigaOM que j'ai mis également sur mon blog. Quand vous scannerez ça, vous le trouverez également.
qui me paraît fort intéressant parce qu'il réintroduit cette notion de média. Et notamment, ce qu'il dit, c'est finalement derrière cette histoire d'API, ça a l'air un peu technique comme ça, peut-être vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe là, c'est de la technologie. Mais en fait, non, c'est de la stratégie. Parce qu'à partir du moment où j'ai mon contenu dans Instagram et je veux garder les gens dans Instagram, que j'ai mon contenu dans Twitter et je veux garder les gens dans Twitter, ça veut dire que, en fait, je suis en train de recréer une plateforme de médias, mass média. Mass média. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'est en train de faire Twitter en essayant de... Ce qu'il faut savoir, c'est les chaînes américaines sont notamment payées par Twitter pour pouvoir utiliser leurs services donc justement pour pouvoir mélanger les tweets avec les émissions de télé. Donc ça devient un mass média. On ne peut pas sortir de là. Et il y a des gens qui se rebellent contre ça. Alors ça vous a peut-être échappé aussi, parce qu'il faut être un peu sur le terrain. On était au mois de septembre dans la Silicon Valley. J'ai emmené 14 blogueurs avec Orange sur ce qu'on a appelé le Silicon Blogger Bus Tour. 14 blogueurs du monde entier. Et on est allé voir les plus grands entrepreneurs, les gens de Foursquare, et notamment Dalton Caldwell, qui est le fondateur de app.net, app.net. Ça peut vous paraître aussi un petit peu anecdotique, parce que on vient de découvrir Twitter. Il y en a quelques-uns dans la salle qui avaient quelques problèmes aujourd'hui, mais bon, ça va venir vite, rassurez-vous. Et puis là, je vous parle déjà du suivant, qui s'appelle app.net. Alors app.net, vous allez me dire, c'est le nouveau Twitter. Eh bien non, pas vraiment en fait. App.net, ce n'est pas un réseau social. C'est une API, c'est une plateforme. Et ce que veut faire justement Dalton Caldwell, c'est s'élever contre ce monde de la monétisation à outrance et de la monétisation par la publicité, parce que finalement, on est en train de revenir dans le marketing de l'interruption, retour vers le futur. Alors qu'est-ce qui peut se passer sur ce marché ? Déjà, le premier scénario, on en parle souvent en Europe parce qu'on aime bien les scénarios catastrophes, on aime bien se faire peur. C'est ce qu'on appelle en anglais le Facebook fatigue. C'est joli. Donc, les utilisateurs quittent en masse Facebook. Alors, certes, on voit quelques infléchissements en Occident, notamment quand on enlève les utilisateurs qui sont en double. Oui, mais une compensation plus que large sur tous les pays émergents. Dans notre groupe, on vient de dépasser le 1 million d'utilisateurs sur Facebook en Pologne. C'est de loin les plus gros utilisateurs de Facebook sur notre marque. La République dominicaine est aussi excessivement utilisatrice. Ils ont plus de... je crois qu'ils sont pas loin de 100 000... non, ils sont entre 50 et 100 000 sur Twitter. J'ai oublié de regarder le chiffre exact, mais enfin, c'est absolument gigantesque. La Tunisie est fantastique. La Roumanie, etc. Des pays où, pas forcément où on penserait que c'est là que ça se passe. On est toujours centré sur nous, sur l'Europe. Mais c'est clairement dans les pays émergents que les choses sont en train de se développer. Donc, Facebook fatigue, oui, pas vraiment en fait. Deuxième solution, de nouveaux réseaux, de nouvelles plateformes ou de nouveaux réseaux basés sur ces plateformes, comme app.net, se développent. Alors il y en a eu d'autres, il y a eu John Diaspora, il y en a quelques-uns qui sont nés comme ça. Oui, sauf que ce sont des réseaux qui sont finalement restés un peu confidentiels. Alors c'est aujourd'hui difficile de les voir se développer au-delà de ça. On pourrait peut-être penser, justement, c'est mon troisième scénario, que se développent des réseaux de niche où justement certains privilégiés, c'est déjà un peu le cas de app.net, tous les grands gourous si vous voulez juste payer $50 et être en liaison avec tous les grands gourous américains de la high-tech, vous allez sur app.net, ce sera facile, vous ne serez pas embêté par le milliard d'utilisateurs de Facebook. Et puis les moins riches, eux, resteront sur les plateformes gratuites à se faire un peu spammer. Et puis le dernier point, c'est les réseaux sociaux disparaissent et puis le marketing gagne, ce qui est peut-être pas pour nous déplaire d'ailleurs. Donc à voir, mais enfin c'est sûr que des choses arrivent et qui sont forcées aussi par la fameuse mise en bourse de Facebook que vous connaissez. Et en anglais on dit IPO, en anglais ça veut dire It's probably overpriced.
Alors, le deuxième point, ce sont les médias sociaux pour le CRM. Ça ne concerne pas tout le monde dans la salle parce que, en fait, pour ceux qui ont bien révisé les médias sociaux expliqués à mon boss, pour les autres, vous pouvez faire à monboss.com. Eh bien, en fait, il n'y a pas de médias sociaux qui vont une seule taille de médias sociaux pour tout le monde. Tout dépend de votre ADN de marque. Et si vous êtes une marque qui est, mettons ce qu'on appelle une marque sensible, par exemple, je ne sais pas, vous faites, par exemple, du retraitement de déchets nucléaires, mais vous n'allez pas faire la même chose que si vous êtes une grande marque en B2B, ou la même grande marque d'ailleurs en B2C. D'ailleurs, donc chez nous, puisque j'ai officié dans les deux, l'ADN de marque est véritablement différent, même si c'est la même marque, quand on est en B2B que quand on est en B2C. Et notamment en B2B, eh bien, on a un peu tendance à, sauf quelques exemples de marques qui font beaucoup de publicité sur la télé, mais il y en a relativement peu, il y en a 4 marques de high-tech principalement qui font ça, eh bien on a tendance à se trouver un peu sous le radar. Et puis, au milieu, on va trouver notamment beaucoup les banques et les fournisseurs de services, et notamment tous les opérateurs de télécom sont là-dedans. C'est ce qu'on a appelé les marques fonctionnelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne nous aime pas, ça ne veut pas dire qu'on nous déteste, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des marques aimées, ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que la chose primordiale, c'est que le service fonctionne correctement. Et donc, ce qu'on appelle d'ailleurs un peu abusivement le social CRM, c'est-à-dire en fait l'adjonction d'un nouveau canal de CRM qui s'appuie sur toutes ces plateformes, et je précise, c'est bien un canal qui s'appuie sur toutes ces plateformes et non pas 50 canaux différents en fonction de chaque outil, mais devient en fait un must parce que c'est, je dirais aujourd'hui, un réflexe pour l'utilisateur consumériste qui est là déjà depuis 50 ou 60 ans, on a un peu le temps de s'habituer, et bien de venir et de réclamer que le service soit réparé dans les meilleurs délais. Alors avant, ils pouvaient le faire sur le courrier électronique, mais bon, ça ne se voit pas. Alors que là, sur les médias sociaux, il est impossible de le cacher. Et donc c'est bien, dans un sens, ça nous oblige à améliorer nos processus. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, on a été précurseurs dans ces domaines depuis maintenant 3 ans. Et donc justement arrive la phase qui commence à devenir problématique, puisqu'il y a une montée en charge qui est non négligeable autour de ce CRM dit social. Et donc, les phases de départ, on en est au moins à la 4e phase maintenant d'industrialisation sur ce genre d'approche. Eh bien, on a une nécessité d'industrialiser ces processus avec des équipes qui sont conséquentes. On a 30 personnes en France, 20 personnes en Angleterre. Et donc voilà, donc quel va être le scénario? Si on a 200 millions de clients, si 200 millions de clients vont se plaindre sur Facebook ou sur Twitter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, clairement, ça ne va pas être facile à gérer. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on n'industrialise pas? Si on n'industrialise pas, il ne va pas y avoir 36 solutions. Soit on va étouffer le canal, et soit on va les envoyer vers autre chose. Mais comme je l'ai dit, l'intérêt de ce nouveau canal, c'est qu'on ne peut pas le faire taire. Donc les marques ont intérêt, les marques dites fonctionnelles, ont intérêt à se positionner sur les réseaux sociaux pour proactivement traiter ces clients-là et les remettre, c'est ça qui est très important, dans le processus du CRM qui doit s'améliorer. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire par un community manager en cow-boy à côté du processus. Ça n'a aucun intérêt. Il faut absolument envisager ça de façon globale. Alors, le troisième point, c'est l'entreprise collaborative. Alors, le point marquant de l'année 2013, vous avez sans doute suivi ça, c'est l'annonce de notre ancien patron, Thierry Breton, qui est maintenant chez Atos, et qui a annoncé le zéro email. Ils ont racheté Blue Kiwi d'ailleurs récemment. Et donc son objectif, c'est d'instaurer le zéro email en interne chez Atos. Ça paraît quelque chose d'énorme.
surtout à l'échelle d'une grande entreprise. Je connais des petites entreprises qui ont fait ça. On a discuté avec Philippe Pinault de TalkSpirit qui a mis ça en place chez lui. Sur une petite entreprise, c'est jouable. Sur une grande, ça va être beaucoup plus difficile. Et puis ça pose des enjeux autour de la collaboration et de l'apprentissage de la collaboration qui vont bien au-delà de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Alors oui, c'est les faits. Les référentiels sont bien établis. On a même des leaders, sont toujours à peu près les mêmes d'ailleurs depuis une dizaine d'années sur ce genre de choses. Microsoft, IBM. Et puis on a des nouveaux challengers comme Jive, Blue Kiwi qui est présent aussi sur ce segment. Mais voilà, il y a ce problème d'email et souvent aussi ces systèmes sont générateurs d'alertes qui font parfois pire que un remède qui fait parfois pire que le mal. Alors, Yann, encore 5 minutes. J'ai quasiment fini. Alors, quels sont les scénarios auxquels on peut s'attendre autour de ça ? Déjà, le premier, qui est peut-être celui qu'on vit aujourd'hui, c'est une sorte de chaos interne où beaucoup de systèmes se multiplient, où on essaye d'accumuler les solutions pour résoudre tous les problèmes. La deuxième solution, c'est une rupture avec un outil qui vient complètement contourner le système interne. Alors, on a déjà eu ça, il y a un outil qui s'appelle Yammer, YAMMER.com, qui était un outil entièrement basé sur Internet et qui permettait de faire de la discussion, et maintenant beaucoup plus, du partage et de la collaboration, directement sur Internet, sans l'installer sur le réseau interne de l'entreprise. Et puis Yammer, cette année, a été racheté par Microsoft. Et je pense que le scénario le plus probable, finalement, c'est qu'il y a un peu un mélange de tout ça. Et que surtout, et c'est surtout ce dont on a besoin dans cette collaboration interne, eh bien, qu'on se focalise moins sur cet aspect technologique qui, finalement, a plus ou moins d'intérêt. Ces outils ont tous de l'intérêt, on peut les lier les uns aux autres. Mais surtout qu'on se focalise sur le véritable enjeu qui est la formation et l'incitation autour de la collaboration. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre ce problème majeur de productivité généré par l'email aujourd'hui. Environ 40% du temps d'un manager en moyenne est passé à envoyer et recevoir des mails par jour, selon le livre The Hamster Revolution. Et donc le cadre qui se situe un peu comme le hamster dans sa cage, à tourner en rond dans sa roue, à envoyer et recevoir des mails, eh bien, a effectivement besoin d'une solution, mais je pense que ça passera par énormément de formation et d'apprentissage autour de la collaboration. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt, puisque cette présentation est terminée, dans la communication digitale expliquée à mon boss, et puis n'hésitez pas à ouvrir le lien que j'ai donné en plus, et vous aurez plein d'autres informations, plein d'autres chiffres et plein d'autres faits. Voilà, merci. Merci, Yann. Oui, c'est ça, Internet. C'est-à-dire, c'est à la fois les images, le live et l'approfondissement avec d'autres outils. Juste une dernière chose, je vous prie de m'excuser, mais je sens une attention qui se relâche parce que malgré tout, nous sommes des humains et qu'il est l'heure de manger. Je vous propose peut-être une question si tu as une question, à M. Plichon, qui est toujours dans la salle, je pense. Une question sur Google. Est-ce que tu n'aurais pas une question à poser à Google, à M. Plichon sur, ça pourrait être intéressant que vous dialoguiez un peu, et après nous partirons j'ai une question nous pour sustenter. Google. Alors j'ai une question pour Google, parce que ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on travaille, toutes les marques l'ont fait avec Google+. Et étrangement, quand je vois des présentations de Google, j'entends jamais parler de Google+. J'aimerais savoir ce que vous avez dans les cartons. Alors, les chiffres sur Google+, sont qu'on a 250 millions de membres à peu près, plus de 100 millions qui sont considérés comme très actifs. Aujourd'hui, la croissance est très forte, donc il va y avoir une annonce dans quelques jours sur la croissance des chiffres de Google+. La façon dont on communique aujourd'hui autour de Google+, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de chiffres spécifiques français à communiquer, c'est que Google+, est avant tout utilisé, et on pousse plutôt le côté d'enrichissement des résultats de recherche dans nos communications aux entreprises.
Voilà. Donc c'est un réseau social qui est en montée en puissance. Il est encore effectivement loin derrière Facebook en termes de métriques pures. Mais bon, il monte assez vite et vous aurez des nouvelles de notre senior VP Vic Gundotra sur Google+ d'ici quelques jours. Très bien. Écoutez, merci messieurs, merci à vous tous qui avez participé à cette session de brainstorming. Malheureusement, pour des questions de temps, je vous donne rendez-vous tout à l'heure après un cocktail dînatoire à 14h précise dans cet auditorium pour poursuivre les débats. Merci à vous.